Bonjour, merci Benoît pour la présentation. Effectivement, je suis ravi d'être ici dans cette séance de clôture pour vous parler de mesurer les performances et les progrès accomplis et je vais essayer d'aborder plusieurs domaines dont on vous a parlé pendant les séances précédentes. Alors, je vais commencer par vous interpeller sur une première question qui m'avait en fait interpellé moi-même lors d'une conférence que Danny Roderick donnait à l'Université d'Oxford l'année dernière sur son livre Globalization Paradox, où en fait il s'intéressait à savoir pourquoi la globalisation n'amène nécessairement à une diminution de la pauvreté, autant au niveau des pays qu'au niveau des individus. Donc, je vais vous poser une question et je vais vous donner quelques prémices à partir desquelles je vais vous demander de répondre à cette question. Alors, la question est, préfériez-vous être une personne riche dans un pays pauvre ou une personne pauvre dans un pays riche? Alors, pour pouvoir répondre à cette question-là, je vais vous donner quelques précisions sur cette question. Alors, la première, c'est que vous allez vous intéresser exclusivement à votre pouvoir d'achat, à votre revenu. Vous allez exclure de cette question la qualité de vie au niveau sécurité et autres éléments qui pourraient faire pencher la balance vers un pays riche ou vers un pays pauvre. Donc, exclusivement sur une question de revenus et pouvoir d'achat. Alors, on a besoin également de définir ce qu'une personne riche et ce qu'un pays riche et un pays pauvre. Alors, pour une personne riche, vous allez comprendre comme personne riche une personne qui se trouve dans les top 5% de la répartition des revenus du pays. Et pour une personne pauvre, alors également on va utiliser la même mesure, une personne qui est dans les 5% inférieurs de la répartition des revenus du même pays. Donc on va penser à ces 5%, on va prendre la moyenne du revenu de la personne, autant dans les top 5% que dans les 5% inférieurs. Pour pays riches et pour pays pauvres, vous allez entendre les pays qui se trouvent dans les top 5% du PIB par habitant. Et par pays pauvre, un pays qui se trouve dans les 5% inférieurs du PIB par habitant. Alors, avec ces données, je vais vous demander d'élever votre main. Si vous préfériez être une personne riche dans un pays pauvre, qui pense que vous iriez mieux si vous êtes une personne riche dans un pays pauvre? OK, vous êtes beaucoup. Et une personne pauvre dans un pays riche? OK. Donc, je suis content pour ceux qui ont répondu positivement à ma dernière question, parce qu'effectivement, en fait, il est mieux, selon les données dont on dispose aujourd'hui, d'être une personne pauvre dans un pays riche. Et la différence est assez importante et 4 fois plus de revenus dans un pays riche que dans un pays pauvre lorsque vous vous trouvez dans ces top 5% ou 5% inférieurs. Alors ici, j'ai un peu forcé la main parce que la Belgique ne se retrouve pas dans les top 5%, elle est top 7%. Et vous avez quand même que la personne riche, ici vous voyez 0,014, ça c'est la participation de cette personne dans les revenus du pays, mais à la fin vous voyez que les revenus est de 11 738 000 $, ce qui est exactement 4 fois et un peu plus les revenus dans un pays pauvre. Alors, ce que cet exercice nous montre, c'est deux choses. La première, c'est qu'on a quand même besoin de certains outils chiffrés afin de pouvoir faire un diagnostic. Donc ici, quel est le diagnostic? C'est le diagnostic qui est dressé par Danny Roderick dans Globalization Paradox. C'est que les inégalités frappent beaucoup plus fort. L'inégalité est beaucoup plus forte entre pays qu'à l'intérieur d'un même pays. Donc si on veut diminuer les inégalités au monde, la première chose qu'il faut faire, c'est diminuer les inégalités entre les pays.
Évidemment, il faut les diminuer aussi à l'intérieur du pays. Mais la différence entre les pays est tellement énorme que même si vous vous trouvez au top 5% des revenus dans un pays pauvre, vous serez encore beaucoup moins bien au niveau de votre pouvoir d'achat et de votre revenu qu'en étant une personne dans les 5% inférieurs des distributions des revenus dans un pays riche. Ça, c'est le premier constat qu'on peut en tirer de cette utilisation des mesures qui est évidemment dans les domaines économiques. Alors, une deuxième possibilité, un deuxième constat qu'on en tire de cet exercice, c'est que la plupart de vous seriez partis vers un pays pauvre pour être une personne riche. Et vous auriez beaucoup moins de pouvoir d'achat et beaucoup moins de revenus. Donc, deuxième leçon, ces mesures nous permettent de faire des décisions informées. Alors, on peut préférer finalement d'être une personne pauvre dans un pays riche, mais si votre élément de décision, votre critère principal de décision est votre niveau de revenu, vous êtes intéressé à avoir ces données disponibles. Pourquoi peut-on calculer ça aujourd'hui? On peut le calculer parce qu'on a les données disponibles des PIB par habitant, des revenus des top 5%, et donc cela nous permet de faire cet exercice qui est en fait assez simple d'un point de vue mathématique. Alors voilà, c'est que ces mesures dans le monde économique nous permettent de constater aujourd'hui. Alors je vais passer par quelques citations que je trouve assez amusantes pour vous donner une idée de ce que les mesures nous apportent aujourd'hui. Alors la première, c'est une citation, et elles sont toutes en anglais, je m'excuse pour cela, mais cette première citation est une citation de l'Institut national des statistiques qui dit « If you don't count, you don't count ». Alors, je ne sais pas si on peut traduire par « si vous ne comptez pas, vous ne comptez pas ». Mais en tout cas, voilà cette idée que si on n'est pas mesuré, ou bien si on ne fait pas partie de la mesure, mais pareil, si on ne mesure pas, bah, on ne compte pas. Et on va voir pourquoi cette idée est importante après dans les droits. Alors, la deuxième, c'est que si l'on ne mesure pas, on ne peut pas s'améliorer. Et donc, on est très conscient de ce type d'exercice au niveau de nos études. Quand on sait qu'on a eu un B ou un 8 sur 10 ou un 7 sur 10, on sait qu'on peut toujours s'améliorer. Bah, il serait assez difficile de savoir si on peut s'améliorer si on n'est pas mesuré. Alors, la même chose va se passer au niveau des statistiques sociales et économiques qu'on va aborder dans quelques minutes. Et la troisième, c'est celle qui va d'abord nous poser nous faire réfléchir aujourd'hui, c'est what we measure shapes what we collectively strive to pursue, and what we pursue determines what we measure. Alors ici, c'est assez intéressant parce que cela va nous dire, et ça va dans le sens que Benoît Friedman avait signalé tout au début de cette conférence, c'est que la mesure ou le fait de fixer des mesures sur un domaine spécifique ou décider de mesurer certaines choses, en même temps va nous fixer un projet social, un projet d'amélioration des choses qui sont mesurées. Alors lorsqu'on ne mesure pas une certaine chose, on ne peut pas l'améliorer, mais surtout elle est invisible. Donc on va, comme société, poursuivre un projet social qui est celui d'améliorer ce que l'on mesure. Et en même temps, si on sait ce qu'on cherche à achever comme société, cela va aussi déterminer ce que l'on va vouloir mesurer. Donc il y a cette double essence entre ce que l'on mesure et ce qu'on cherche à améliorer dans une société. Alors pour vous donner quelques statistiques, pour vous dresser un plan par exemple de la Belgique, au niveau de la corruption, on peut commencer par dire que la Belgique a... voilà. Je ne sais pas si vous voyez clairement, mais la Belgique, il y a plusieurs indicateurs qui mesurent le niveau de corruption dans un pays, et on voit que la Belgique est relativement bien classée dans la plupart de ces indicateurs. Dans le Corruption Perception Index, c'est le 15e sur 175 pays. L'OCDE dit par contre que la Belgique a une mise en œuvre de la convention de l'OCDE qui est modérée, donc qui n'est pas tout à fait satisfaisante si on compare après avec d'autres pays du même niveau de revenus. Et les indicateurs sur les pots de vin nous montrent que la Belgique rank 3e sur 28 avec un score de 8,7, ce qui fait que la Belgique se classe en haut du groupe des pays de hauts revenus dans le monde.
donc dans les top 90% d'après les contrôles de corruption qui est fait par cette même institution. Donc voilà des chiffres qui nous permettent de comprendre les phénomènes de corruption en Belgique. Mais il y a plus de chiffres que ça. Et hier, le week-end, en fait, je me suis amusé à voir, à aller sur les journaux belges et voir quelles nouvelles nous permettaient, s'il existait des chiffres qui nous permettaient de confronter des faits d'actualité qui étaient publiés par les journaux. Et donc, j'ai trouvé une qui est assez intéressante, donc sûrement vous avez entendu le fait que BNP Paribas aurait vendu encore des titres grecs à ses clients, surtout les plus conservateurs, en sachant qu'en fait ces titres, ils valaient presque rien au moment où ils les vendaient déjà, que les risques d'une faillite de la Grèce étaient tout à fait probables, bien que les agences de notation n'avaient pas encore diminué la note des titres grecs. Alors, si vous voyez ces faits d'actualité, on peut se référer à un indicateur qui est publié depuis 2011, qui est l'indicateur des Financial Secrecy Index. Je ne vais pas entrer dans les détails, mais il va nous permettre de comprendre quelle est la transparence et la qualité de la régulation financière dans les différents pays du monde. Et là, on va voir que la Belgique se place en 15e sur 71 avec un score de 59, ce qui la place en fait tout vraiment dernier des pays qui ont une importance, ou en tout cas un secteur bancaire assez important dans l'Union européenne. Donc, elle va se classer plutôt à la fin du classement. Également, dans les soirs, je trouvais que l'OCDE disait que la Belgique n'était pas un mauvais élève dans plusieurs indicateurs. Et effectivement, on peut aller chercher ces indicateurs à plusieurs niveaux. Par exemple, les PIB par habitant, on va voir que la Belgique se classe au-dessus de la moyenne de l'OCDE. On peut aussi voir l'espérance de vie, où la Belgique se classe également ici au-dessus de la moyenne de l'OCDE. Encore, les dépenses que la Belgique fait dans les domaines de l'éducation, bien en haut, beaucoup plus que d'autres pays. Vous voyez, elle se classe 6e ou 7e dans ces rankings de l'OCDE. Et finalement, un indicateur assez important au niveau du développement social, qui est l'indicateur ou les coefficients Gini, qui est utilisé pour mesurer les inégalités des revenus. Vous vous rappelez, on parlait des inégalités des revenus dans les premiers exercices. Les Gini, en fait, va mesurer les inégalités des revenus dans un pays où 0 veut dire qu'il y a l'égalité absolue. Donc ici, les pays qui sont ici ont plus d'égalité, les pays qui sont ici ont moins d'égalité dans l'OCDE. Et on va voir que la Belgique se rapproche beaucoup plus du 0 que du 1. Dans d'autres mots, c'est un bon élève en termes de distribution des revenus. Alors voilà, avec ces statistiques que je vous ai données, je pense que vous avez une idée plus claire. Vous pouvez dresser un meilleur constat et faire des décisions dans ces domaines-là. Donc vous avez une idée beaucoup plus claire de ce que la Belgique est aujourd'hui au niveau de certaines statistiques sociales et économiques. Alors la question maintenant serait de savoir si on peut mesurer les droits et comment les mesurer et quel domaine de droit pourrait-on mesurer. Et donc on a quelques mesures, je vais vous donner quelques-unes avant de rentrer vraiment dans la méthodologie et vous montrer des critiques et des usages de ces mesures. On peut en effet mesurer les droits. On a certains indicateurs qui sont assez intéressants. Ici, je continue sur des indicateurs sur la Belgique, où la Belgique se place 17, par exemple, sur 142 pays dans le Global Competitiveness Index, dans le domaine institutionnel, ce qui va permettre donc de savoir si les institutions en Belgique fonctionnent correctement dans un but économique. L'indépendance du pouvoir judiciaire, très important, 23 sur 142. Et donc, quand on sait qu'on est au-dessus des 20, on sait bien qu'il y a au moins 10 pays de l'Union européenne qui sont devant nous. Et après, il y a certains pays asiatiques, souvent les Canada, donc on se retrouve plutôt, à chaque fois qu'on est au-delà des 20, on se retrouve plutôt à l'arrière de l'Union européenne de 12, si vous pensez dans ces termes-là. Ici, on a la Rule of Law Index, dont on va parler en détail un peu plus tard. Dans les top
89%, ça c'est le percentile rank, donc c'est un pourcentage, la Belgique se trouve dans les pourcentages du 89, donc plutôt en haut de l'échelle pareil. Et ici, la liberté de presse, où la Belgique se retrouve 20 sur 179 et accountability 95%. Donc, l'exécution, disons, du droit pour rendre responsables ceux qui ont violé une règle juridique. Donc, ça, c'est certaines statistiques qu'on a aujourd'hui au niveau du droit, mais pour vous donner un exemple peut-être un peu plus extrême, on a aussi un indicateur ou un indicateur qui a été lancé récemment qui s'appelle Rainbow Map, qui est la protection des droits de la population LGTB en Europe. Et donc ici, on a une échelle qui nous montre les pays en vert foncé qui protègent les mieux les droits de la population LGTB, et en rouge, ceux qui protègent les moins bien. Alors, ce n'est pas un ranking, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en ordre des pays qui protègent, mais plutôt dans l'échelle. Donc, c'est une échelle plus qu'un ranking. Et donc, dans cette échelle, vous voyez que la Belgique est 17, et donc on retrouve les pays qui protègent les mieux autour des 21 et 20, dont notamment l'Allemagne et l'Angleterre. Donc, cela nous donne une idée des droits qui existent donc à deux niveaux, des droits qui existent dans la législation nationale, la protection des droits de cette population par les juridictions, donc d'un point de vue des droits positifs, l'existence de la règle, mais aussi la mise en œuvre de cette règle, la protection effective de ces populations. Alors, on a vu donc au tout début toute une liste d'indicateurs sociaux et économiques. Je viens de vous montrer un ou deux indicateurs juridiques et où la Belgique se classe dans ces indicateurs ou dans ces mesures. Maintenant, ici, il y a une liste des indicateurs juridiques aujourd'hui. Alors, cette liste est intéressante parce que si vous voyez en détail les années de production, vous allez voir qu'il n'y avait aucun indicateur, il y avait 4 indicateurs juridiques qui existaient avant les années 2000. Et depuis 2009, depuis 2000, on a vu l'émergence de plus de 20 indicateurs juridiques, dont 8 dans les dernières 5 ans. Donc, comme l'expliquait Benoît Friedman, effectivement, c'est un domaine en plein essor. Il y a encore des initiatives des différents gouvernements européens et de l'Union européenne pour produire des indicateurs sur des objets juridiques. Alors, entrons maintenant dans l'aspect technique, si vous voulez, de l'indicateur. Alors, qu'est-ce qu'un indicateur juridique ? Alors, j'ai défini, c'est ça ma propre définition, dans un article qui est publié dans un livre édité par Benoît Friedman et Arnaud van Weyenberg, les deux dans cette salle. Alors, j'ai défini un indicateur juridique comme un instrument de mesure par lequel est obtenu, à l'aide d'une méthodologie quantitative, et je vais vous montrer ce qu'est une méthodologie quantitative, un résultat chiffré permettant de déterminer l'état ou la performance. Donc l'état ou la performance, ça va être très important ces deux concepts, d'un objet juridique spécifique dans plusieurs systèmes juridiques étatiques. Alors celle-ci est une définition d'indicateur juridique transnational. Il est possible d'étendre cette idée d'indicateur juridique au droit global en prenant les institutions qui ne sont pas étatiques. Mais ce qui est vrai, c'est qu'à ce domaine-là, il n'y a qu'un seul indicateur qui est vraiment très intéressant, c'est l'indicateur de responsabilité sociale des entreprises, tout nouveau, 2015, qui vient de sortir. Et je pense que c'est un indicateur qui entre dans ce domaine, mais c'est encore les domaines où ça se développe actuellement d'une manière prépondérante, c'est vraiment dans les domaines de comparaison entre le système juridique. Alors, indicateur juridique transnational, mesure d'objet de l'état ou la performance d'un objet juridique. Conséquence immédiate, la comparabilité des systèmes juridiques. Alors vous allez pouvoir comparer, comme on l'a fait précédemment, si vous préférez être une personne riche ou pauvre dans un pays riche ou une personne pauvre, vous allez pouvoir, à partir des chiffres des systèmes juridiques, pouvoir comparer également si vous êtes un entrepreneur, si vous êtes un chef d'entreprise, pareil, ou si vous êtes une personne homosexuelle qui cherche par exemple, à se marier dans un pays, vous allez pouvoir utiliser les indicateurs pour comparer les pays qui vous protègent mieux dans vos droits ou qui vous intéressent plus pour vos intérêts. Et donc, ces indicateurs aujourd'hui permettent, depuis vraiment peut-être 7-8 ans, parce qu'ils deviennent de plus en plus
précis et performants, disons-le, permettent de donner des données assez précises sur la performance des systèmes juridiques. Alors, à quoi sert, alors c'est la question, si on parle de la performance, à quoi sert un indicateur de performance? Alors, les indicateurs de performance utilisés beaucoup dans les domaines privés sont de plus en plus utilisés dans les domaines publics. Et un indicateur qui est assez parlant et qui a beaucoup d'effets au niveau de l'Union européenne sont les indicateurs de performance économique qui sont utilisés comme critères de convergence de l'Union économique et monétaire. Alors, l'article 140 du traité de fonctionnement de l'Union européenne va nous dire qu'il y a 4 critères de convergence dont les pays qui veulent accéder à la zone euro doivent respecter. Et ces 4 critères sont la stabilité des prix, la situation des finances publiques, les taux d'échange et les taux d'intérêt à long terme. Et donc, à partir de l'indicateur de performance, on va savoir si un État qui voudrait accéder à l'Union européenne est conforme ou pas à la performance qui est requise pour être membre de la zone euro. Je vais vous donner un exemple. L'Union européenne va évaluer la stabilité des prix de la manière suivante. Ils vont mesurer les taux d'inflation du pays qui est candidat à accéder à la zone euro avec la moyenne des 3 États membres qui présentent les meilleurs résultats. Donc vous voyez, immédiatement, on a une comparabilité. Ils vont prendre les 3 États les plus performants au niveau de stabilité des prix. Ils vont faire une moyenne, qui n'est pas une moyenne pondérée, une moyenne simple. C'est-à-dire ils vont faire ces 3 pays, ils vont faire l'addition de ces 3 pays, ils vont les diviser par 3. Donc il n'y a pas de pondération. Et ensuite, ils vont comparer les résultats avec les stabilités des prix, donc les taux d'inflation du pays qui est candidat à l'Union européenne. Lorsque ces résultats dépassent de 1,5% les résultats des 3 pays membres, ces pays ne remplissent pas l'objectif de performance qui est requis par l'Union européenne pour accéder à l'Union économique et monétaire. Donc voilà, les indicateurs de performance, comme l'expliquait très bien Benoît Friedman, ne va pas seulement mesurer un pays, mais va aussi donner la règle à partir de laquelle les pays vont être mesurés. Donc en même temps, outil descriptif et outil normatif. Ici, on est habitué, c'est les domaines économiques. Alors, pourquoi mesurer un droit? Pourquoi mesurer les droits? Ou à quoi ça va être utile de mesurer un droit? Alors, la première chose, c'est que les mesures juridiques vont permettre d'établir des priorités et de cadrer les débats sur les réformes juridiques. Imaginez-vous un nouvel indicateur, par exemple, sur la qualité de la justice, va permettre d'attirer l'attention des médias, mais aussi des décideurs publics, sur la qualité de la justice. Et ça va permettre de mettre en évidence un domaine qui peut-être n'était pas dans les priorités du gouvernement. Donc, pas seulement il va mettre en évidence, première chose, mais aussi il va permettre de cadrer les débats en fonction des outils ou des éléments ou des critères qui sont pris dans la mesure. Donc, si vous mesurez, par exemple, les nombres des juges au lieu de leur formation, donc vous allez avoir tendance à augmenter le nombre des juges sans vous focaliser sur la formation de ces juges. Alors, par contre, si vous faites, par exemple, un ratio entre la qualité ou les niveaux de formation des juges et le nombre de décisions, qui montre une corrélation positive, vous allez dire, OK, il faut des juges mieux formés pour qu'ils puissent décider plus vite, ce qui peut-être n'est pas le cas, mais si c'est la corrélation qui va vous donner l'indicateur, ça va donc cadrer les débats et les réformes. Voilà, donc j'ai couvert là les points 1 et les 2, ainsi que les 3, mais les 3 vont un peu au-delà de ce que je viens de dire, parce qu'il va permettre, les indicateurs juridiques vont permettre de faire des corrélations entre les indicateurs économiques et sociaux existants et les indicateurs juridiques. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Cela veut dire que vous allez pouvoir confronter, par exemple, l'index de développement humain ou les indicateurs sur les PIB par habitant avec les indicateurs juridiques. Est-ce qu'un pays qui a des meilleures règles dans un domaine spécifique, par exemple, attire
plus d'investissements privés et donc va augmenter plus facilement son PIB par habitant. Donc vous allez pouvoir faire des corrélations entre l'investissement privé, les PIB par habitant et la qualité du cadre juridique de l'État. C'est une possibilité, vous allez pouvoir confronter des changements juridiques dans le passé, voir effectivement si par exemple des réformes qui ont tendance à libéraliser ou privatiser les secteurs publics amènent plus d'investissements et donc plus de PIB. Ou bien plus d'investissements, plus de PIB, mais aussi plus de chômage. Et donc vous allez voir les conséquences au niveau de statistiques sociales et économiques des règles juridiques. Souvent, on dit que la manière la plus efficace, peut-être symbolique, de produire des changements sociaux, c'est de créer une loi. Parce qu'une loi, ça ne coûte rien et ça nous donne l'idée qu'il y a quelque chose qui est en train de se faire. Alors, avec les indicateurs, on a cette possibilité de dire il y a une nouvelle loi, on va mesurer les impacts de ces lois sur la société. Si on ne voit pas des changements significatifs au niveau statistique, on peut se dire que soit la loi est inutile, soit qu'elle n'a pas été mise en œuvre. Et donc, on va avoir des outils de contrôle, pas seulement de l'adoption des lois, mais aussi de la mise en œuvre. Alors, il nous permet, en plus de ces indicateurs juridiques, vont nous permettre donc d'avoir d'autres éléments d'évaluation des sociétés. Aujourd'hui, on évalue les sociétés principalement d'un point de vue économique et social. Avec les indicateurs juridiques, on va rajouter un élément en plus. On va pouvoir déterminer si une société pas seulement a un bon revenu par habitant, pas seulement s'il y a un bon index de développement humain ou un coefficient Gini, mais aussi si elle a, par exemple, un bon état des droits. C'est une des choses qu'on va mesurer, c'est l'état des droits. J'avais fait mention précédemment, ces indicateurs vont permettre de responsabiliser les opérateurs juridiques. Les opérateurs juridiques, que ce soit les parlements, l'exécutif, mais aussi les juges. À partir des statistiques criminelles, on avait déjà fait un premier pas vers la responsabilisation de certains opérateurs d'exécution et de mise en œuvre, la police, certains juges. Mais effectivement, avec ces indicateurs aujourd'hui, on va pouvoir aller encore plus loin et de dire, attention, les opérateurs juridiques ne sont pas en train de jouer un rôle décisif dans les changements sociaux ou économiques de la société, où il y a un retard, il y a une manière qui est inefficace d'opérer de ces opérateurs juridiques. Dernier point très important, je pense aussi pour nous juristes, c'est qu'ils vont permettre aux décideurs publics et privés de prendre des décisions basées sur la preuve. Donc on avait fait l'expérience avec les statistiques économiques des pays riches et des pays pauvres. Ici, on va faire un pas en avant, on ne va pas seulement baser nos décisions sur l'intuition ou l'expertise quantitative, ce qui est par nature, l'expertise juridique, c'est une expertise quantitative, voire parfois l'intuition de savoir si une règle, quand on prend un risque, par exemple, d'optimisation fiscale, est-ce qu'il y a un risque que ces règles soient changées ou qu'elles soient considérées ensuite contraires aux dispositions européennes, aux dispositions juridiques, aux dispositions nationales, ou constitutionnelles. Alors, avec les indicateurs, on ne va pas seulement pouvoir mesurer l'évolution, par exemple, de la stabilité juridique d'un État, mais on va pouvoir prédire. C'est une possibilité qui donne les chiffres, c'est de prédire les futurs, l'avenir. Est-ce que la sécurité juridique d'un pays va évoluer négativement ou positivement dans l'avenir? On sait, il y a des grosses critiques à la fonction des prédictions des chiffres. On sait que beaucoup des chiffres dans les domaines financiers n'ont pas pu prédire la crise économique. Certains avaient des idées que la crise économique allait arriver, mais en général, les chiffres économiques n'ont pas permis de prédire cette crise financière. Donc on voit qu'il y a des défaillances aussi de ces systèmes-là, même dans les domaines économiques. Mais c'est une opportunité, une porte qui s'ouvre pour nous en tant que juriste. Lorsque vous avez un client dans le futur qui vous dit « Je voudrais savoir quel est le meilleur endroit pour financer mon entreprise, dans quelle bourse je dois investir », on va voir plus tard, il y aura des indicateurs qui vont vous dire quelles sont les meilleures bourses, où il y a la meilleure protection des actionnaires minoritaires d'une société. Et donc, vous allez pouvoir ranker les pays par protection des actionnaires minoritaires
si votre client va être un actionnaire minoritaire, vous allez pouvoir lui faire un classement à partir de ces indicateurs. Alors, voilà à quoi ça sert. À quoi ça sert ces indicateurs? Je vais vous faire un petit parcours pour vous montrer d'où viennent ces indicateurs, pour que vous compreniez quelle est l'idéologie, si vous voulez, qui est derrière ces indicateurs. Parce que, rappelez-vous que ce que les indicateurs mesurent va définir les buts qui sont poursuivis par cette société. Donc, il est important de comprendre quels sont les éléments sous-jacents à ces indicateurs pour pouvoir comprendre leurs objectifs ou en tout cas leur utilité dans certains domaines. Alors, les indicateurs juridiques, ils vont naître dans la doctrine qu'on appelle des droits et développement, qui est une doctrine beaucoup plus ancienne que celle que je vais décrire aujourd'hui, mais je ne vais pas vous faire l'histoire de toute la doctrine des droits et développement, parce qu'on va devoir revenir au début de la colonisation et à la fin de la colonisation, à toutes les périodes où en fait les droits étaient un outil de transformation des sociétés coloniales, et elle a été aussi un outil, par exemple, pour la répatriation des biens, de la richesse, des pouvoirs coloniaux lorsque ces pays sont devenus indépendants. Donc les droits étaient un outil autant des conquêtes et des structurations de ces sociétés qui ont été colonisées, comme un outil de libération pour les sociétés et des maintiens du pouvoir économique des pouvoirs coloniaux après la décolonisation. Et donc, je ne vais pas aller si loin. Je vais commencer juste dans la période de l'après-guerre pour vous montrer comment ces indicateurs sont nés, parce que c'est là où on voit l'émergence vraiment des indicateurs tels qu'on les connaît aujourd'hui. Donc, cette première période après-guerre qui recouvre les années 1950 à 1980 vont se caractériser par un rôle du droit qui est purement instrumental. Et il est instrumental parce qu'il va être utilisé par l'État comme un outil pour structurer l'économie. L'économie et l'État. Mais dans quel sens? On va aller dans le sens de renforcer le rôle de l'État dans la société. Donc, on va revenir vers un système public, des entreprises publiques, des fonctionnaires publics, et c'est l'État qui va contrôler autant la production interne que les rapports économiques des opérateurs privés entre eux, même lorsqu'ils se trouvent au-delà de leurs frontières. Donc, un droit comme instrument de l'État pour renforcer le rôle de cet État dans l'économie. Alors, dans cette période-là, on va trouver le premier indicateur juridique qui est produit dans l'histoire des indicateurs, qui est l'indicateur SLATE. Et cet indicateur est produit par deux professeurs américains à l'université de Stanford. Donc, ce n'est pas l'université des University, mais l'université de Stanford. Et c'est bien Lawrence Friedman. Dans les années 60, je pense que Benoît Friedman soit venait de naître, soit... en tout cas, ce n'est pas Benoît Friedman. Ce n'est pas Benoît Friedman qui a produit cet indicateur. C'est bien Lawrence Friedman. Et c'était un indicateur qui était financé par USAID. C'est l'agence américaine pour le développement international, et donc qui a financé ces projets de 1945 à 1970. Et l'idée principale derrière ces projets, c'était de dire que les États-Unis avaient cette idée, ou beaucoup de pays avaient cette idée, que les droits étaient un outil pour le développement. Alors qu'en utilisant les droits pour structurer l'économie et la société, on allait pouvoir améliorer son taux de développement. Mais ces deux professeurs-là ont dit, mais on n'a pas d'évidence. Quelles institutions juridiques vont amener plus de développement ou moins de développement? Est-ce que plus de juges, c'est important pour avoir plus de développement, ou plus de juges vont par contre ralentir le processus de développement? Est-ce que les processus de décision privés ne sont pas plus efficaces pour promouvoir le développement? Donc, ils vont chercher du support empirique pour voir les liens qui pourraient exister entre droit et développement. Ils vont se focaliser sur deux régions, l'Amérique latine et l'Europe méditerranéenne. Donc, il n'y avait pas la Belgique incluse dans cette étude. Et ils vont définir les droits. Et c'est cette définition du droit qui va changer et qui va ouvrir la porte à la production d'indicateurs aujourd'hui. Ils vont définir les droits comme un phénomène social. Et ce qui est par essence, les droits est un phénomène social, mais on sait qu'en tant que juriste, on a tendance à voir les droits comme un ensemble de règles exclusivement. Alors eux, ils vont dire non, les droits n'est pas qu'un ensemble de règles, est un produit de la société et en fait un processus qui a lieu dans la société. Et donc on va mesurer ces processus sociaux.
Et donc, ils vont collecter des données, énormément de données, plus de 37 variables dans tous ces pays. Mais en 1970, USAID a dit on n'a plus d'argent et donc ils n'ont pas eu d'argent pour analyser les données. Et donc, ils ont collecté toutes les données, mais ils n'ont pas allé plus loin. Ils ont gardé tout ça en CD qui sont disponibles à Stanford. On dit aujourd'hui que c'est plus de 12 CD. Je ne sais pas combien d'informations il y aurait, mais il n'y a personne qui est allé voir la corrélation qui existait donc entre études juridiques et variables sociales et économiques. Ils ont utilisé donc, pour vous donner une idée, cette matrice où on voit les 4 éléments qui sont mesurés, les institutions, les acteurs, les processus et les ressources à différents niveaux des institutions juridiques. Donc, ils vont voir les niveaux législatifs, l'administration, les judiciaires, les domaines privés et les domaines de l'éducation juridique. C'est sur base de ces matrices qui sont récupérées des données. Alors, le deuxième moment du droit et développement, on va passer donc à ce deuxième moment, en 1980, où en fait, cette période est liée aux intérêts de l'Occident de lutter contre l'expansion du communisme dans le monde. Et donc, ils vont utiliser les droits à nouveau comme un outil pour lutter contre l'expansion du communisme. Et donc, on va trouver à ce moment-là 2 idées qui se confrontent. D'un côté, c'est que les pays occidentaux appelaient la maladie communiste, et de l'autre côté, les marchés comme l'antidote de l'Occident. Et donc, on va voir 3 éléments qui vont se confronter, l'État et les marchés, la production interne contre l'exportation et l'investissement public, qui était donc qui diminuait, contre un investissement privé, notamment au niveau de la privatisation des entreprises. Et alors, la fonction du droit va être tout à fait l'opposé que dans ces premiers moments du droit et développement. L'idée va être de mesurer, non, ce n'est pas de mesurer encore, l'idée va être d'utiliser les droits pour enlever les barrières au commerce international et promouvoir la dérégulation. Donc, moins de droits, l'équation était assez simple, moins de droits va amener plus de développement. Donc, déréguler et privatiser. Voilà à quoi a servi les droits pendant cette période-là. Et on va trouver à ce moment-là déjà des indicateurs, les CPIA, Country Policy and Institutional Assessment, qui ont été mis en place par la Banque mondiale tout fin des années 70 pour mesurer la qualité des institutions dans le but de faciliter les commerces internationaux. Et on arrive au 3e moment, le moment d'aujourd'hui, qui va partir d'une révolution qui a fait la Banque mondiale avec le concept de gouvernance. Donc aujourd'hui, c'est un concept qui est familier, mais c'est un concept qui ne l'était pas au début des années 90. Et l'idée de ces concepts, comment ces concepts avaient un impact sur les domaines juridiques, est la suivante. Dans les 2 périodes précédentes, on avait utilisé les droits comme un instrument pour privatiser, pour rendre public, pour déréguler ou pour augmenter les rôles de l'État dans la société. Ici, à partir de ce que nous disait Douglas North, avec R, c'est non, attention, il faut que les institutions en tant que telles soient fortes et pas les prendre d'un point de vue instrumental. Donc les droits et d'autres institutions sont importantes en elles-mêmes. Donc les droits ne vont plus être un instrument, mais un but du développement des organisations internationales. Et ce but est confirmé par Ibrahim Shihata, qui était à l'époque, dans les années 90, vice-président de la Banque mondiale, premier vice-président juriste de la Banque mondiale. Et donc, il vient s'intéresser au droit dans son rapport The World Bank in a Changing World. Je vais vous montrer comment il s'est intéressé au droit dans ses rapports. Mais il y avait un souci qui s'est posé pour Ibrahim Shihata, c'était de savoir qu'en même temps, il savait qu'il fallait s'occuper du droit, pas maintenant comme un outil, mais comme un but du développement. Donc il fallait que la politique de développement améliore la qualité du droit, sans pour autant entrer dans des considérations politiques qui étaient interdites par les statuts de la Banque mondiale. Et donc, la Banque mondiale va dire, OK, on ne peut pas directement réformer les droits des pays, mais on va plutôt se focaliser sur un concept qui recouvre en fait l'ensemble des règles du pays. Ça va être
la rule of law. Et alors, pourquoi je vais essayer de garder la rule of law en anglais pendant toute cette période? Parce que vous trouvez ici la rule of law écrite de 4 manières différentes qui sont intraduisibles en français. Parce que si vous avez ici la rule of law avec 2 majuscules, ça veut dire un droit qui ne se trompe jamais et qui est toujours au-dessus des gouvernements des hommes. Ici, vous avez quand même la rule, donc la supériorité, la primauté du droit, mais avec un droit minuscule. Donc ici, on a des questions de désobéissance civile qui peuvent se poser. Ici, on a la rule of law, donc the rule qui n'est pas exclusif, mais avec un law qui est majuscule. Et après, vous avez la rule of law, tout en minuscule, c'est la règle des droits. Donc voilà un même concept avec des majuscules à différents moments qui veulent dire des choses complètement différentes. Donc l'État, les discours de la Banque mondiale a été assez perspicace dans cette idée de dire on va se focaliser sur la rule of law. Mais laquelle? Parce qu'eux, ils ne sont pas autant perspicaces pour mettre que des majuscules tout le temps. Ils changent parfois de majuscules, parfois pas de majuscules. Mais en fait, ils intervenaient avec ces concepts-là de la rule of law partout. Parce que vous voyez, en fait, ça recouvre tous les domaines du droit. Donc, qu'est-ce qu'il va nous dire Shihata dans ses projets? Il va nous dire très simplement que la gouvernance est la manière comme les sociétés gèrent les ressources et que ces ressources au niveau juridique vont consister à streamlining, donc rendre uniforme les règles et les procédures pour assurer la discipline, la responsabilité et la prédictibilité, la prédiction des systèmes juridiques. Et pour ça, notre objectif va être d'améliorer la rule of law, en minuscule, donc la règle des droits, vous voyez, ça ne veut rien dire, mais la rule of law dans tous les pays, y ainsi compris les judiciaires, et que les normes soient préétablies. Donc, grand projet de la Banque mondiale, améliorer les développements en améliorant la rule of law, et cette rule of law qui ensuite va être prise dans tous les discours, y compris dans les discours, ici j'ai un discours, trop vite, les discours des Nations Unies, où on dit, voilà, complètement incorporé dans les discours des Nations Unies, les rapports précédents, celui-ci c'est de 1990, celui-ci c'est de 2011. Les premiers, c'est l'origine du discours de la rule of law. Celui-ci, c'est la rule of law aujourd'hui comme elle est conçue par les organisations internationales. Regardez, les Nations Unies nous dit la rule of law est un principe de gouvernance fondamentale. Il doit guider notre action collective face aux mutations rapides du monde, donc discours complètement intégré dans toutes les organisations internationales et les États également. Et donc, à cette priorité que la Banque mondiale donne à la rule of law, s'ajoute une chose. Si la rule of law, ou les droits, parce que la rule of law va devenir l'équivalent du droit pour la Banque mondiale. Donc, oubliez-vous, la rule of law, c'est les droits. On a vu qu'en fait, ça couvre tous les domaines. Alors, si les droits est devenu pas un instrument, mais un objectif de développement, on va devoir les soumettre aux mêmes règles que la Banque mondiale soumet tous ces objectifs de développement. Ça veut dire mesurer la pauvreté, la diminution de la pauvreté, améliorer les coefficients Gini, améliorer les PIB par habitant, etc., etc. Et quelle est la règle de la Banque mondiale pour ces objectifs de développement? Vous l'avez là. La performance du développement doit être évaluée sur la base des résultats mesurables. Conséquence, la Banque mondiale met en place un bel indicateur qui s'appelle l'indicateur Rule of Law de la Banque mondiale. Alors, je vais passer en revue cet indicateur en espérant que vous seriez toujours dans cette salle à la fin de mon explication. Alors, la Banque mondiale va utiliser une base de données impressionnante qui se met à jour chaque année. Et tous ceux-ci sont des indicateurs individuels, des indicateurs qui ont des sous-catégories. Ici, je vais vous montrer juste un indicateur qu'on va travailler plus tard. C'est l'indicateur Rule of Law Index, qui est produit par World Justice Project. Donc, ils vont prendre de cet indicateur-là, ils vont prendre certains éléments, vous voyez ici, ils vont prendre les éléments
du crime, de la qualité de la justice civile et de la justice pénale. Donc, ils vont prendre, je reviens en arrière, toute cette liste d'indicateurs. Ensuite, de chaque indicateur, ils vont sélectionner des variables qu'ils considèrent pertinentes pour mesurer la qualité du droit des États. Et ensuite, à partir de ces résultats, ils vont pondérer une pondération simple. Pareil ici, il n'y a pas de pondération, une moyenne simple, il n'y a pas de moyenne pondérée. Ici, les variables, les plusieurs variables de chaque indicateur, ils vont les pondérer pour avoir ce qu'ils appellent une source variable, ça veut dire ce qui va remplacer les résultats de chaque source, donc de chaque indicateur. Et ensuite, ils vont pondérer, ici ils vont faire une moyenne pondérée entre toutes les variables selon qu'elles soient plus ou moins importantes pour mesurer la rule of law des États. Donc, je vous donne un exemple. Si vous avez la qualité de la justice civile, vous allez peut-être dire que la justice civile est plus importante pour l'État de droit que la qualité des règles relatives aux contrats financiers, ou les droits de l'homme plus importants que les règles relatives aux droits financiers. Donc, vous pouvez faire une pondération en disant, alors les droits de l'homme sont importants à 10%, alors que les règles en matière financière, qui sont aussi importantes, sont importantes, mais à 5%. Donc, ça va permettre à la Banque mondiale de pondérer et en pondérant, vous voyez ce qu'elle va faire la Banque mondiale, en pondérant ces différentes variables, elle va créer un concept de la rule of law. Ce que ça veut dire que ces sous-variables pondérées créent un nouveau concept, qui est le concept de la rule of law de la Banque mondiale, qui est mesuré. Je vous pose à vous aujourd'hui la question, pour vous, qu'est-ce que le chômage? Le chômage est ce qui est mesuré par les taux de chômage. Et donc, c'est la même chose que la rule of law. Qu'est-ce que la rule of law pour la Banque mondiale? C'est qui est mesuré par l'indicateur rule of law. On a ces pas de construction de la statistique qui fait qu'après que l'indicateur est construit, l'objet qu'elle définit devient un objet réel. Et donc, quand vous entendez aujourd'hui les politiciens, les décideurs publics parler de diminuer le chômage, ils sont en train de diminuer un calcul statistique comme celui qui fait la Banque mondiale. Donc, un concept qui est créé par des chiffres. Alors, ici, jusqu'ici, tout va assez bien, mais je vais quand même vous montrer ce qui est derrière ceci. Derrière ceci se cache une procédure statistique. La première qui est une équation linéaire pour calculer la rule of law dans chaque pays. Je ne veux pas rentrer dans le détail avec un terme d'erreur et des variables qui sont prédéterminées et mesurées dans des équations séparées. Ensuite, vous allez voir une procédure d'espérance pour calculer la moyenne pondérée dont je vous ai parlé. Et ensuite, on va mesurer la déviation standard pour comprendre la marge d'erreur, les termes d'erreur de ces calculs, pour savoir, vous voyez les statistiques, la fiabilité du résultat. Et donc, ça va nous donner des résultats qui vont nous permettre de classer les pays par ordre selon la qualité de leur état de droit. Voilà l'indicateur qui a été donc produit par la Banque mondiale pour classer les pays qui vont nous donner donc comme résultat un plan, une carte avec des couleurs ou des chiffres qu'on va voir un peu plus tard. Mais cet indicateur qui a été produit par la première fois de manière annuelle en 2002, donc vous voyez l'évolution, 1990, les droits est un facteur important de développement, 98, on va le rendre mesurable, 2002, on a cet indicateur qui mesure de manière systématique et annuelle tous les États. Alors, il est important que ça soit annuel, parce que cet indicateur est annuel, ça va permettre de contrôler, donc ça devient un outil de contrôle. Si vous faites une mesure tous les 20 ans, ça ne sert à rien comme outil de contrôle. Alors ici, car il est systématique et annuel, vous allez pouvoir évaluer les progrès et, comme on avait dit précédemment, faire des corrélations avec les mesures juridiques ou pas, ou sociales ou économiques qui ont été adoptées. Alors ici, vous avez un autre indicateur qui est l'indicateur Rule of Law Index. Je vais passer plus vite celui-ci, mais c'est pour vous montrer, c'est un indicateur qui est créé en 2009 pour mesurer à nouveau l'état des droits. Et vous avez ici à côté
en fait, les éléments qui sont mesurés des États. Donc, vous voyez, par exemple, la justice pénale, la justice civile, qu'on récupérait précédemment dans l'indicateur de la Banque mondiale. Les droits fondamentaux sont ici également évalués. Et alors, avec ces indicateurs, à chaque fois, dans chaque catégorie, on va rentrer dedans et on va voir des sous-catégories assez importantes. Par exemple, ici, le respect du procès équitable. Voilà, donc le respect du procès équitable dans des procédures administratives. Donc, l'indicateur va nous donner un chiffre pour nous expliquer dans quelle mesure l'État belge, français, allemand, sud-africain respecte ou pas les procès équitables dans les procédures administratives. Ces éléments sont ensuite soumis à des sous-indicateurs qui vont à nouveau être évalués. Comment vont-ils être évalués? Par deux moyens. Par des enquêtes à la population en général, par trois moyens en fait. Des enquêtes à la population en général, des enquêtes qui sont dirigées à des juristes d'entreprise ou des avocats, ou bien par l'expertise interne des institutions. Donc c'est les trois moyens comme ces données sont collectées. Et alors, je pense que vous ne pouvez rien voir, mais je vous assure qu'il y a des chiffres. Donc ici, vous allez voir la Belgique qui est classée, par exemple, par la qualité de sa régulation. Et je peux vous dire par cœur, je pense, ici je vous dis, alors la Belgique a 0,71 contre, par exemple, l'Australie qui est à 0,8 ou l'Autriche qui est à 0,82. Donc, on est assez loin, en fait, dans la qualité de la régulation, du cadre régulatoire, par rapport à l'Autriche. Ce n'est pas un ordre, en fait. Ce n'est pas fait en ordre. Donc, la Belgique, 0,70, alors que d'autres pays se retrouvent à 0,80, des pays qu'on pourrait considérer de la concurrence. Pourquoi? De la concurrence à quelle fin? De la concurrence à des fins économiques. Donc, ici, j'ai deux exemples pour vous. Les gouvernements anglais qui fait de la pub sur son système juridique en disant « Venez utiliser notre système juridique parce qu'il est plus stable, il est plus équitable et on a de la prédictabilité, on peut prédire en fait les résultats juridiques. » Donc, le gouvernement anglais qui dit aux entreprises « Venez utiliser notre droit ». Et le gouvernement allemand qui va dire « Non, mais attendez, parce qu'en fait, la qualité du droit allemand, ou l'Allemagne n'est pas seulement un pays qui produit des machines, des voitures, notre droit est aussi magnifique. Donc, pas seulement les voitures, mais aussi les droits. » Et il dit « Ok, ben, l'Allemagne pense qu'ils sont très bien, mais attention, parce que nous, on est classé deuxième ici. On est classé deuxième dans la qualité de la justice civile. » Et ils vont encore plus loin. Nous sommes rankés deuxième, alors que l'Angleterre, qui fait la grosse pub, ils ont classé 10e, et les États-Unis 21e. Donc, OK, vous faites de la pub, mais nous, on est deuxième. Donc, voilà à quoi les États vont utiliser et vont dire, OK, vous voulez un contrat, vous allez faire des choix. En tant que juriste, vous allez devoir faire les choix du droit, choix d'effort lorsqu'il s'agit des contrats internationaux, qui se ressemblent à ça, des actions juridiques qui ont dans plusieurs endroits. Ici, les triangules représentent les endroits où il y a des actions juridiques, tout ça pour financer un développement des propriétés commerciales en Allemagne. On va faire un montage juridique, ça c'est les mappings, la carte qui en ressort des données collectées dans cette opération. Et à chaque fois que vous voyez un triangule ici, c'est une opération juridique. Mais forcément, s'ils ont décidé de faire cette opération dans un pays et pas dans un autre, c'était parce que c'était plus intéressant d'un point de vue juridique, ou fiscal, ou économique. Mais pour ça, pareil que l'exercice qu'on a fait tout au début du cours, vous ne pouvez pas vous baser sur l'intuition, parce que vos clients vont vous dire à un moment donné, mais c'était beaucoup mieux de le faire au Luxembourg qu'en Irlande. Ah non, regardez les chiffres, c'est beaucoup mieux de le faire en Irlande qu'au Luxembourg. Donc, vous allez devoir faire des choix, et ces choix vont être donc basés sur des statistiques. Ici, vous voyez toute une série d'éléments qui sont mesurés par les indicateurs aujourd'hui. L'indépendance judiciaire, la qualité pour la résolution de différends, la protection des actionnaires minoritaires dont je vous ai parlé précédemment. Et donc, si vous voulez être protégé, vous allez en Angleterre, vous n'allez pas en France, qui est classé 42e. Donc, vous allez plutôt investir dans les marchés des capitaux anglais que dans les marchés des capitaux français. Et
pareil ici, où vous voulez la qualité du marché pour vous financer, vous allez toujours aller au Royaume-Uni au lieu d'aller en France. Mais par contre, parfois la Belgique est intéressante, vous voyez ici, parfois la Belgique est intéressante dans certains domaines. Donc ça, c'est les indicateurs Global Competitiveness Index, et celui-ci est l'indicateur Doing Business qui va nous dire aussi il y a des éléments intéressants. Est-ce que j'ai encore 5 minutes? Oui? OK. Alors, des indicateurs intéressants, notamment au niveau de la qualité des contrats. Mais laissez-moi venir au piège des indicateurs. Parce que c'est important, maintenant, j'ai essayé de vous persuader que c'est important de comprendre les indicateurs, mais c'est aussi important de comprendre les limites de ces indicateurs. Indicateur ici qui va mesurer la qualité de l'exécution des contrats, et à cette fin, ils vont mesurer la procédure judiciaire qui est nécessaire pour obtenir les paiements d'un chèque sans provision au moyen d'une procédure judiciaire. Et alors, ils vont utiliser cette mesure comme un proxy, donc comme un élément, comme un indicateur, en fait, un proxy comme un indicateur de la catégorie générale qui est la qualité de l'exécution des contrats. Donc, un cas tout spécifique qui est mesuré et qui est pris par les tout, la qualité d'exécution des contrats. Alors, les problèmes de cet indicateur. La première chose, l'échec est-il un contrat? Parce qu'en fait, ils vont mesurer l'exécution d'un chèque qui n'est pas payé. Mais est-ce que l'échec en tant que tel est un contrat? L'échec est un moyen de paiement qui peut ressortir d'une relation juridique autre qu'un contrat. Par exemple, une donation en droit anglo-saxon. La donation en droit continental est un contrat, mais pas un droit anglo-saxon. Donc, exemple typique où en fait l'échec sort d'une relation qui n'est pas un contrat. Encore plus grave, est-ce que c'est un bon proxy de mesurer les paiements d'un chèque par la voie judiciaire, alors qu'en Belgique, on utiliserait toute une autre voie pour récupérer un chèque? Vous avez une idée? En Belgique, qu'est-ce qu'on ferait pour essayer de récupérer un chèque sans fonds? Voilà, déjà, il n'y a plus de chèque. Donc, ça, c'est déjà la première chose, c'est déjà important. Donc, voilà une question qu'il faut répondre à l'imaginaire. Et alors, ensuite, il faudrait donc savoir si cette procédure judiciaire, s'il n'y a pas d'autres moyens pour récupérer un chèque sans provision qu'est la procédure judiciaire. Et effectivement, il y a d'autres moyens de récupérer un chèque, notamment un huissier de justice. Ça serait la procédure qui aurait été utilisée en Belgique lorsqu'on doit récupérer un chèque non payé. Pareil au Luxembourg, aux Pays-Bas, etc. Donc, finalement, forcément, cet indicateur va favoriser les pays du common law qui ont des procédures qui s'appellent Small Claims Court, où les gens vont pouvoir aller avec un chèque, et il y a des procédures qui sont prévues dans une durée de 4 mois. Mais si vous regardez les statistiques des chèques récupérés beaucoup avant en Belgique, aux Pays-Bas et au Luxembourg par les huissiers des justices, en fait, ça prend généralement 2 mois et c'est beaucoup moins coûteux. Donc vous voyez que l'objectif qui est poursuivi par l'indicateur n'est pas réussi. Alors, deuxième piège, c'est de mesurer la qualité du droit du travail, qui fait Doing Business, par l'embauche et licenciement des travailleurs. Donc ils vont mesurer plusieurs éléments, mais notamment s'il est facile de virer quelqu'un. Donc en fait, ils ne vont pas mesurer vraiment la protection du droit des travailleurs, mais la facilité pour l'entreprise de licencier un travailleur. Alors cet indicateur pose vraiment beaucoup de problèmes. Première chose, il va promouvoir la flexibilité du droit du travail au lieu de la protection des travailleurs, avec cette idée que moins de régulation, plus facile à licencier quelqu'un, va amener plus d'emplois et donc plus de développement. Vous voyez maintenant les liens avec l'histoire des développements des indicateurs. Ces variables ne sont pas conformes au droit international dans certains cas, notamment à la Convention 158 de l'OIT et une recommandation, la recommandation 1166, qui nous dit qu'en fait, un travailleur ne doit pas être licencié sans motif valable, alors que l'indicateur mesure vraiment s'il est possible de licencier un travailleur sans motif valable. Donc, résultat, vous voyez qu'ils sont les mauvais élèves de cet indicateur. La France qui est 164, l'Allemagne 144 et les pays du Benelux qui sont du 137 au 139, alors que les îles Marshall sont premiers, où en fait il n'y a pas de droit du travail.
Et donc, on voit très bien que cet indicateur est biaisé contre une conception social-démocrate du travail. Donc, c'est sous-jacent à l'indicateur. Pourquoi? Parce qu'on a vu cette évolution des indicateurs par les 3 générations de droit et développement qui vont nous amener à mesurer ce qui nous intéresse. Alors, je vais finir sur les indicateurs. Ce qui nous arrive aujourd'hui avec ces indicateurs, on a compris que ces indicateurs viennent d'une doctrine des droits et développement qui cherche à promouvoir une idée libérale du marché, une protection moindre des travailleurs. Mais en 2014, on a vu émerger un indicateur qui s'appelle le Global Rights Index, qui va mesurer les pays par les pires pays pour travailler. Donc, si vous voyez, c'est clairement l'opposé de ce qui faisait l'indicateur Doing Business de la Banque mondiale. Ici, l'information qu'ils vont nous donner, c'est où vous êtes en tant que travailleur le mieux protégé. Donc, tout à fait le contraire de l'indicateur Doing Business. Et donc, forcément, ici, on va voir les pays de l'Europe récupérer des places plus importantes, alors que les États-Unis ou des pays qui vont promouvoir la flexibilité du travail ou le non-respect des droits des travailleurs en termes de licenciement devenir en rouge et donc à la fin du classement. Donc ça nous montre en fait qu'il y a désormais une lutte, si vous voulez, pour l'indicateur, une lutte pour définir ce qui est mesurable et donc pour déterminer, cadrer les débats politiques. Je vais faire un saut ici pour arriver à mes conclusions. Donc, conclusion à 3 idées. La première idée, c'est qu'on voit aujourd'hui, avec l'émergence des indicateurs, l'émergence d'un mouvement mathématique. Ça veut dire qu'on va avoir de plus en plus de données empiriques, mais aussi la combinaison de ces données empiriques qui nous font, disait John Ewing, ancien président de l'Association américaine des mathématiciens, on se trouve face à une intimidation de la mathématique. Donc, en tant que décideur politique, comment faites-vous pour décider autrement si vous avez des chiffres? Pareil, en tant que juriste, comment allez-vous faire en 5 ou 10 ans pour décider autrement si vous avez des chiffres qui vous disent où il faut placer ou où il faut... Quel tribunal faut-il choisir lorsque vous devez faire les choix du forum dans un contrat de droit international? Si vous avez des chiffres qui vous disent qu'il faut absolument aller en Angleterre ou aux Pays-Bas ou en Belgique. Alors, ça nous amène donc à la deuxième conséquence de cette émergence d'indicateurs, c'est qu'on va être de plus en plus amené à décider sur la base de la preuve qui n'est pas la preuve juridique, mais la preuve chiffrée, la preuve des indicateurs. Sur quoi surtout? Les décideurs publics, on a vu, vont devoir décider sur la réforme, quoi réformer et comment les réformer. Les organismes de crédit, vous avez sûrement parlé des agences de notation à un moment donné, j'imagine. Les agences de notation vont vous dire à qui vous allez donner un prêt, à quel taux d'intérêt, quel titre vous allez acheter ou quel titre vous n'allez pas acheter, sur base de quoi? Sur base de la notation. Et donc, cette notation, vous voyez, va déterminer votre processus de décision. Donc, des processus de décision de plus en plus basés sur la preuve. Pour qui également? Pour les utilisateurs des systèmes juridiques qui sont en dehors des États, pour les utilisateurs des systèmes juridiques qui ont une mobilité globale. J'ai parlé au début de la population LGTB, des droits des contrats, de la rule of law. Troisième conséquence, on va se retrouver clairement face à un marché juridique global. Et à ces marchés juridiques globaux manquaient de quelque chose il y a quelques années, d'information. Parce que lorsque vous avez un marché, vous avez besoin d'informations. Aujourd'hui, les indicateurs nous donnent cette information pour pouvoir décider. Des informations sur quoi? Des informations sur la qualité des institutions, sur la qualité du droit, sur l'exécution des droits, du droit, sur la qualité de ces règles. Et je reviens sur ces 2 citations du ministère de la Justice britannique et allemand qui invitaient les avocats et les entreprises à utiliser leurs droits. Pourquoi? Parce que les droits est aussi une partie importante de la production économique des pays. En Angleterre, c'est à peu près 3,2% du PIB qui est dégagé de l'industrie juridique. Aux États-Unis, c'est un peu plus, 3,8%. En France, c'est un peu moins, 2,8%. Alors,
Mesurer et progresser, c'était la question, on avait avant une autre slide avant qui s'appelait mesurer et progresser. Maintenant, c'est une question de savoir si mesurer et progresser. On a aujourd'hui ces cartes qui nous montrent les PIB par habitant, l'index de développement humain, où on voit les conséquences de la crise, par exemple, ce que je vous disais, ça permet de tracer. On voit que le Portugal, par exemple, avant la période pré-crise, était un pays avec un haut index de développement humain. Aujourd'hui, on voit qu'en fait, avec la crise, le Portugal a perdu des places dans l'index de développement humain. Donc, on peut tracer les conséquences sur le développement humain d'une crise économique. Alors, voilà mon avant-dernière slide. Quel futur pour ces indicateurs? On a parlé des critères de convergence économique de l'Union européenne. Un indicateur Rule of Law de l'Union européenne qui se prépare, ça servirait à quoi? Alors, ces indicateurs, on pourrait penser tout simplement qu'il va servir à évaluer les critères d'adhésion à l'Union européenne qui ont été déterminés à Copenhague en 1993 et qui nous dit, en fait, ici en rouge maintenant, que les pays candidats à l'accession à l'Union européenne doivent avoir la primauté du droit, c'est qu'en anglais est traduit en fait par la rule of law. Et donc, au lieu d'avoir des index économiques de développement humain, ou pas au lieu, à côté de ces index, on aurait donc un index de la rule of law. Ça, c'est le résultat de la rule of law, de l'indicateur rule of law qu'on a vu précédemment aujourd'hui, où on voit des pays qui ont des classements. Vous voyez ici, les plus foncés, c'est les moins forts, et les plus clairs sont ceux qui ont la meilleure rule of law, le meilleur état de droit dans l'Union européenne. Et donc, il serait possible de tracer l'évolution de la rule of law des pays candidats et de définir que lorsque un pays est, par exemple, à 0,8, il serait prêt pour accéder à l'Union européenne. On pourrait donc remplacer les rapports d'aujourd'hui des 500 pages pour un indicateur. Voilà, je m'arrête là. Ça, pour vous dire qu'il y aurait donc 3 choses à tenir en compte. Améliorer dans l'avenir, plus de pertinence conceptuelle. On a vu le problème avec l'indicateur des droits, exécution des droits des contrats. Moins de mesures composites, des mesures trop complexes qui nous empêchent de voir dans les détails pour pouvoir réformer. Plus d'indicateurs sociaux. On voit qu'ils commencent à émerger depuis 2014 avec le Rainbow Map et avec les indicateurs de droits de travail. Mais il y a une chose, ça c'est ce qu'on peut faire comme société pour améliorer les mesures, mais il y a une chose qu'on peut faire comme juriste, soi-même pour améliorer la situation. Et ça c'est ma proposition, c'est de sortir de l'anarithmétisme. Ça veut dire apprendre un peu plus à utiliser ces chiffres pour que vous puissiez contester ou expliquer clairement comment vous allez utiliser ces mesures dans l'avenir, est-ce que vous allez devoir être confronté sûrement. Voilà, je vous remercie pour votre attention et je suis disponible pour les questions.